Bonjour à toutes et à tous. Nous avons l'immense plaisir, en fait le privilège, d'accueillir aujourd'hui Madame Christiane Taubira au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Le festival littéraire Métropolis Bleu, duquel notre département est partenaire, vient de lui remettre le prix littéraire Anthony Atkinson pour l'égalité. Remis conjointement avec l'Observatoire québécois des inégalités, ce prix récompense un ouvrage accessible et érudit ayant contribué de façon significative au débat public sur les inégalités économiques et sociales, incluant des solutions pour les réduire. C'est notamment grâce à Nicolas Zorn, directeur général de l'Observatoire québécois des inégalités, que cette rencontre avec Mme Taubira a été rendue possible. Qu'il en soit ici très chaleureusement remercié, ainsi que la direction de la Faculté des arts et des sciences et le CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, plus particulièrement son directeur, Frédéric Méran, qui ont permis que ce soit le département des littératures de langue française de l'Université de Montréal qui bénéficie cette année de la présence de Christiane Taubira. Vous comprendrez que nous sommes nombreux à l'université et au-delà à vouloir profiter de la parole inspirante de Christiane Taubira. Car c'est une femme de parole que nous recevons aujourd'hui. Femme de parole parce que son action politique est à la hauteur de ses engagements, mais également femme de parole parce qu'elle est de ceux, trop rares, que la parole poétique accompagne dans l'action politique. La littérature fait partie intégrante du parcours de Christiane Taubira et à ce titre, il était tout à fait naturel que ce soit un département de lettres qui l'accueille aujourd'hui. Militante depuis sa jeunesse, députée de la Guyane de 1993 à 2012 et garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la République française de 2012 à 2016, Christiane Taubira est aussi l'autrice de nombreux livres, dont le roman Grand Ballon, paru il y a quelques mois, qui donne la parole à 8 voix guyanaises. La littérature accompagne Christiane Taubira depuis toujours et cette présence prend aujourd'hui une nouvelle dimension avec l'exploration de l'écriture de fiction. Christiane Taubira avait déjà eu l'occasion de dire ce qu'elle doit à la littérature dans Baroque Sarabande, paru en 2018. On y entendait la lectrice d'Aimé Césaire et de René Char, de James Baldwin et de Gabriel García Márquez. Elle y écrivait, ce à quoi souscrivent certainement nos étudiants et nos étudiantes, que quoi que vous cherchiez à savoir ou à ressentir, à comprendre ou à percevoir, à saisir ou à entrevoir, quelque part, un livre répond à votre quête. Or, le lien intime entre la lectrice, l'autrice et la femme politique s'incarne de manière particulièrement sensible dans la place que Christiane Taubira fait à la littérature dans l'enceinte publique. Au moment de présenter la proposition de loi affirmant que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité, Christiane Taubira citait Aimé Césaire et Léon Gontran Damas. Elle citera à nouveau ce poète, en 2013, au moment de faire adopter, dans un contexte dont on mesure parfois mal la violence du Québec, la loi sur le mariage pour tous. Elle concluait son discours sur les mots du poète en disant avec fierté que l'acte que l'Assemblée nationale s'apprêtait à accomplir était, je cite, « fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue ». Depuis les premiers balbutiements de la démocratie athénienne, il faut du courage pour rappeler que les poètes ont leur place dans la République. Christiane Taubira l'a fait. Elle a surtout illustré par son action publique que les mots ont une histoire et du pouvoir. Cette valeur performative que la linguistique nous a enseignée. Elle a prouvé que la vision du monde, qui se transforme à travers le prisme de la langue et de la littérature, peut trouver un prolongement dans l'action politique. C'est ce rapport entre littérature et politique que Christiane Taubira a accepté d'explorer avec nous aujourd'hui. Les circonstances nous contraignent à l'accueillir virtuellement. Nous avons donc choisi une formule de séminaire afin de rendre ces échanges numériques aussi souples que possible, malgré les limites qu'impose la technologie. Nous avons donc choisi d'inviter quelques étudiants en privilégiant ceux qui sont actuellement dans l'orientation francophonie de notre programme de premier cycle ou des étudiants qui préparent un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat sur un sujet de littérature francophone.
les étudiants ont été invités à préparer des questions en prévision de cette rencontre, ce qui devrait nous permettre d'orienter un peu nos échanges. Je les remercie de l'avoir fait et m'excuse à l'avance en sachant que nous ne pourrons pas nécessairement tous les entendre dans le temps qui nous est imparti. Se joignent aussi à nous, les professeurs du département spécialisés en littérature francophone, Josias Temujanga et Raphaël Laureau. Je les remercie également de leur appui dans la préparation de ce séminaire. Je remercie surtout très chaleureusement Madame Taubira d'avoir accepté notre invitation. Je lui en suis personnellement très reconnaissant et je suis convaincu que toute la communauté universitaire profitera de son éloquence, de sa parole vive, notamment grâce à la diffusion de ce séminaire qu'elle a autorisé sur les plateformes de l'université. Je vous cède donc la parole, Madame Taubira, en vous redisant ma très profonde admiration pour la femme de parole et d'action que vous êtes. Merci infiniment, professeur Francis Gingras, de m'accueillir aussi chaleureusement. Merci pour cette présentation qui a probablement fait exploser les attentes des professeurs qui nous écoutent, ainsi que des étudiantes et étudiants. Donc, je vais vite vous donner une douche froide à toutes et à tous pour vous dire que d'abord, je ne suis pas une littéraire. Donc, vous vous aventurez là, dans cet échange, avec une personne qui non seulement n'est pas savante en la matière, mais prétend, affiche, revendique de ne pas être savante en la matière. Ce qui veut dire, alors si je fais cette entrée en matière d'une certaine façon, c'est justement pour en fait situer ma parole et nos échanges, en tout cas de mon point de vue, de ce qui viendra de moi, de les situer en dehors du champ de l'expertise. De toute façon, vous avez le professeur Gingras avec vous, il y a d'autres professeurs, c'est leur travail, c'est leur passion, c'est leur vocation, c'est leur œuvre, c'est parfois aussi leur corvée lorsqu'ils doivent vous faire ingurgiter des choses très vite en très peu de temps, mais ça c'est leur fonction. La mienne est très différente et je m'accroche donc à ce portrait que vous venez de tracer, professeur, pour dire qu'effectivement la littérature a nourri constamment, y compris à mon insu, a nourri mes engagements. Je me situe donc non seulement hors du champ de l'expertise, mais je me situe aussi dans une autorité de subjectivité. C'est très paradoxal, on ne met pas souvent l'autorité et la subjectivité, mais je prétends qu'on doit de plus en plus ouvrir des espaces de subjectivité et assumer en tant que tel le rapport personnel que l'on a à la littérature, aux imaginaires, aux actions, aux combats et à l'action politique. Ce qui veut dire que, venant en plus d'une société de diglossie, c'est-à-dire où le créole et le français ont structuré les relations et bien entendu ont contribué à construire les modes de raisonnement. Et en fait, d'une société de polyglossie. Alors, je ne sais pas comment vous définissez dans la province du Québec, mais je sais que cette question-là est une question essentielle aussi pour vous. Donc, chez nous, on a de façon évidente une diglossie avec la part et la place qu'occupent chacune de ces langues, le français et le créole, mais en réalité, nous sommes dans une situation de polyglossie, parce qu'il y a également des langues natives, d'autres langues natives, le créole est une langue native, mais il y a d'autres langues natives antérieures au créole, et notamment les langues amérindiennes. Et le Kalinia est une langue amérindienne qui s'est davantage répandue, non seulement probablement parce que la communauté qui utilise cette langue est peut-être numériquement plus importante que les autres, sans doute aussi parce qu'elle est située sur le littoral où se fait la séculation, et très probablement aussi parce que cette communauté Kalinia a fait le pari de l'échange, de la rencontre, donc du partage et donc l'expression linguistique. Donc, nous sommes dans cette situation de polyglossie avec le créole, le français, la langue Kalinia, la langue Bushinengue. La langue Bushinengue est une langue qui se retrouve essentiellement le long du Maroni et qui est une langue qui a été portée et transmise par les descendants directs des nègres marrons, c'est-à-dire les esclaves qui avaient quitté les plantations et les habitations pour choisir de vivre dans la forêt. Donc, nous sommes dans cette situation sociologique et ethno-linguistique. Et je prétends, même si je n'en ai pas eu conscience lorsque j'étais enfant et
adolescente, ça commence, mais même si je n'en ai pas eu conscience lorsque j'étais enfant, je prétends avoir été imprégnée de cet univers de polyglossie et donc imprégnée du rôle et de la place des langues dans l'imaginaire, mais également dans le quotidien. Et de sorte que je crois que dès l'enfance, j'ai compris qu'il y avait la langue ou les langues, qu'il y avait le langage et les langages et qu'il y avait les mots, chacun avec leur fonction. C'est-à-dire la langue en tant qu'instrument de communication, mais également en tant que véhicule d'imaginaire, le langage avec ses fonctions sociales. Alors, ce sont des choses que l'on perçoit intuitivement très tôt, très jeune, peut-être enfant, pour percevoir qu'il y a une différence entre la langue et le langage, et notamment lorsque vous prenez vos premières engueulades. Vous comprenez très vite que la langue qui est utilisée au moment où on vous conspue et on vous menace et où on vous sanctionne, vous percevez intuitivement que ça n'est pas exactement la langue du quotidien, ça n'est pas la langue de la détente, ça n'est pas la langue de la conversation, ça n'est pas la langue de l'apprentissage. Donc il y a la langue, il y a le langage avec leur fonction sociale, et puis il y a les mots. Et par chance, j'ai perçu assez vite l'importance de la précision des mots. Ça me conduit à vous parler effectivement de mon rapport à la littérature avant d'en venir rapidement, rassurez-vous, parce que je tiens à ce que nous ayons vraiment des échanges. Avant de venir donc rapidement au rapport entre la littérature et l'engagement et l'action politique, vous dire que la langue et donc la littérature ont joué un rôle essentiel dans mon enfance. Parce que d'abord, la littérature est liée à la nuit pour moi, puisque j'ai commencé à lire en désobéissance la nuit. Donc, la lecture et la littérature sont très fortement liées à la nuit, sont liées aussi à la musique, très fortement à la musique, parce que tant qu'à désobéir, pourquoi je lisais la nuit? Parce qu'évidemment, toute la journée, on va à l'école. Ensuite, en rentrant, il y a les tâches domestiques. Après, il faut faire ses devoirs scolaires. Et après, maman déclare le couvre-feu. Donc, si je veux lire, c'est après le couvre-feu. Donc, j'ai beaucoup lu en cachette pendant de très nombreuses années. J'ai très longtemps pensé que je trompais ma maman. Et puis, quelques éléments survenus après dans les conversations avec mes grands frères et mes grandes sœurs m'ont conduite à réaliser, à comprendre que ma maman savait parfaitement que je désobéissais et que je lisais la nuit. Donc, mais tant qu'à désobéir et à lire la nuit, ben, j'ai désobéi jusqu'au bout. Donc, j'écoutais avec un petit transistor, j'écoutais aussi de la musique. Donc, j'ai passé dans mon enfance des nuits à lire et à écouter de la musique. Et à lire dans le plus grand désordre, puisqu'évidemment, personne ne contrôlait mes lectures. Et à écouter des émissions, notamment The Voice of America, qui était plus facile à recevoir que les émissions françaises. Et donc, la littérature et la musique sont fortement liées dans ma construction, dans la structuration de ma pensée et dans mon imaginaire. Par la suite, à travers tout ce que j'ai lu dans le plus grand désordre encore, j'ai vu comment la musique elle-même pouvait être liée à la peinture. Et notamment Debussy et Chagall m'ont conduite au lien intrinsèque, implicite et à la fois silencieux et éclatant entre la littérature, entre la peinture et la musique. Et c'est ainsi que cheminant, je me suis ouverte à tous les arts, à toutes les formes d'expression culturelle et artistique. Il demeure que mon rapport à la littérature reste donc un rapport de nuit, un rapport de désobéissance, un rapport d'évasion, puisque la littérature élargissait considérablement l'univers qui était à ma portée, donc élargissait mon quotidien, et un rapport de subversion. Un rapport de subversion parce que les livres que j'ai lus dans un vagabondage absolument inouï, c'est vraiment le chaos. Les auteurs que j'ai lus en même temps, les uns après les autres, etc., c'est un chaos total. Mais ce chaos total m'a conduite à prendre conscience de l'existence du monde, de l'immensité du monde, et surtout à prendre conscience de ma conscience du monde. Et très très rapidement, donc, la littérature a été cet univers qui m'a permis la subversion, une espèce d'éthique de la subversion. C'est-à-dire ne pas tenir pour acquis ce qu'on me dit, ne pas tenir comme immuable le monde que j'ai sous les yeux, ne pas tenir comme fatal les inégalités, les injustices auxquelles je pouvais assister, que je voyais,
Donc voilà, remettre constamment en question, considérer que tout s'interroge et que tout peut se remettre, tout peut se remettre en branle, c'est-à-dire qu'on peut tout transformer. Donc, voilà le rapport. Et c'est ce rapport évidemment qui m'a conduit d'abord à avoir des engagements militants, ensuite à livrer des combats politiques et enfin à assumer des responsabilités politiques. Et en effet, jamais, jamais, mon action ne s'est détachée de la littérature, de ce que les écrivaines, les autrices, les auteurs m'ont enseigné, des portes qu'elles et ils m'ont ouvertes bien grandes, de ceux qui m'ont laissé supposer, entendre, de ce qu'ils m'ont enseigné aussi, et puis surtout de tout ce qu'ils ont laissé comme perspective, de tout ce qu'ils ont ouvert comme perspective. Et cela, c'est devenu vital pour moi. C'est devenu vital pour moi. Donc, ça fait des dizaines d'années que je lis toutes les nuits et que même lorsque j'étais aux responsabilités, même lorsque j'avais beaucoup, beaucoup de travail, il me fallait lire. Il me fallait lire, sinon j'avais l'impression d'avoir manqué une dose d'oxygène. Donc, il me fallait lire. Après, évidemment, je compose avec le peu de temps, mais j'ai toujours lu. Y compris lorsque j'avais 2 heures de sommeil à ma disposition, il y avait au moins un quart d'heure quand même pour la lecture. Et puis la poésie a toujours occupé une place particulière. Voilà, donc la littérature, avec ce qu'elle suppose de sensibilité et de disponibilité à la langue, et pour ça, les écrits d'Édouard Glissant m'ont beaucoup, beaucoup éclairé. Ce qu'elle suppose, qu'elle nous dise, qu'elle nous indique sur le langage et sur les langages. Et sur cela, c'est Toni Morrison qui vraiment m'a permis de saisir très clairement la fonction sociale, que j'avais comprise à travers Pierre Bourdieu, par exemple, mais que j'ai saisie plus intensément, plus profondément grâce à Toni Morrison. Et puis la question des mots, et de ce que les mots peuvent dire de leur histoire, de ce qu'ils peuvent dire aussi de la domination et de la nécessité d'interroger les mots avant de les utiliser. Voilà donc un panorama très, très large et surtout très ouvert sur la question des relations entre la littérature et l'engagement et l'action politique, et puis surtout mon rapport très subjectif, très personnel, aussi bien à la littérature qu'à l'importance de la littérature dans les engagements politiques. Merci, merci infiniment pour cette entrée en matière qui ouvre la porte à une conversation donc, qui promet d'être riche. Et j'ai envie de lancer les débats à partir d'une question qui a été posée par une étudiante. Je vais lui donner la parole et qui fait le lien avec ce que vous disiez sur la part de désobéissance que vous associez à la lecture et à la littérature, la part de subversion. Donc, Tamara Miranda, si vous voulez bien poser votre question à Madame Taubira. Bonjour Madame, je suis très honorée de vous rencontrer. Et ma question aujourd'hui, c'était, à votre avis, qu'est-ce qu'une écriture politiquement subversive aujourd'hui? Et selon votre expérience, comment une telle écriture peut-elle engendrer une réforme politique? Je réponds immédiatement, professeur. Hein. C'est une question à pas l'autre. Oui, oui, voilà, très librement. Merci Tamara Miranda pour cette question. Alors, sur l'écriture politique, il est important, et c'est pour ça que vous dire d'où vient mon rapport à la littérature a vraiment une signification profonde, c'est que la littérature doit rester de la littérature. Et les écrits politiques doivent être des écrits politiques. Pour ma part, j'ai écrit plusieurs essais. Et l'exercice, et j'ai écrit, vous avez vu que je me suis aventurée, j'ai eu la hardiesse d'écrire un roman, la hardiesse vraiment parce que j'aime tellement la littérature, j'ai tellement de respect et d'attirance pour les grandes écrivaines et les grands écrivains que c'est vraiment une hardiesse de ma part de m'aventurer dans le roman. Sauf que j'étais coincée, confinée 2 mois, et voilà, il fallait que je m'occupe... ce que j'ai fait en écrivant ce roman, en écrivant des tas d'autres choses, mais en écrivant ce roman. Et je vais justement revenir en écrivant des tas d'autres choses. Mais donc, j'avais écrit des essais politiques. Et vraiment, j'ai vu à quel point les exercices sont très différents entre les essais politiques et le roman. D'abord parce que les essais politiques, je les ai écrits, comme je l'ai déjà dit, sous sommation intime. C'est-à-dire qu'il y a un sujet politique, il est urgent.
Il me paraît très mal compris. Il me semble que les débats publics ont plus pour effet d'enchevêtrer les choses que de clarifier les arguments. Donc, je me mets à écrire. Et donc, dans tous ces cas-là, j'écris très vite. Donc, tous mes essais, je les ai écrits très vite, une dizaine, une quinzaine de jours au maximum. C'est-à-dire dans cette pression interne, dans ce sentiment d'urgence, mais aussi dans cette nécessité d'être extrêmement rigoureuse. Donc, c'est un exercice en soi. Ce roman que je viens d'écrire, c'est un autre exercice. D'abord, franchement, il est plus jouissif. Franchement, il est jubilatoire par moments. Il est oppressant par moments. Donc, on passe par des tas de phases. Et puis, il est polyphonique, forcément, puisqu'il y a des personnages. C'est un exercice d'une extrême liberté. Là où l'essai me contraint à aller jusqu'au bout de l'argumentation, le roman me permet de dire, bon, ben non, moi, je ne suis pas... Non, toi, là, en m'adressant à un personnage que j'ai quand même composé moi-même librement, j'estime que, bon, là, non, il bavarde trop, donc je vais l'écarter un moment, je le mets au repos. Donc, je suis dans un rapport de création qui est totalement libre, avec la contrainte, évidemment, du respect vis-à-vis de la lectrice ou du lecteur, donc de ne lui pas lui faire dire n'importe quoi. Moi, j'avais cette obsession de ne pas manquer de respect aux lectrices et aux lecteurs, donc d'être cohérente et d'être claire. Donc, voilà la différence des exercices. Donc, pour moi, on peut écrire, on peut élaborer des écrits politiques, et ces écrits peuvent être beaux. Ils peuvent être beaux. Je reviens à ce que je disais de la langue et du langage, de l'importance des mots. Donc, les écrits politiques peuvent être beaux, et moi, j'ai lu de très beaux écrits politiques. Les écrits de Baldwin sont de très beaux écrits. Ces écrits politiques, indépendamment de ses pièces de théâtre ou de ses romans. J'ai lu, voilà, y compris traduit, parce que je ne parle pas toutes les langues, mais dans l'Europe de l'Est, par exemple, il y a de très beaux écrits politiques, que ce soit Václav Havel ou d'autres. Donc, en Amérique du Sud, bon, au moins ce sont des langues que je comprends, il y a de très beaux écrits politiques. Donc, on peut avoir des manifestes politiques qui sont aussi des manifestes poétiques. Mais il demeure que l'écriture politique doit s'imposer un certain nombre de règles, et notamment la rigueur, dont peut s'affranchir l'écriture littéraire. Voilà. Ma réponse a été longue, trop longue, pardon. J'espère au moins qu'elle a été un peu claire. C'était parfaitement clair et là encore très inspirant, et ça ouvre la perspective, donc encore une fois, de la langue, du rapport aux mots, au discours, à l'inspiration des auteurs sur l'action politique. Et il y a une question qui a été proposée par Noémie Laporte, si elle est là, qui nous permettra de revenir à la figure de Glissant, notamment. Bonjour! Je suis tellement chanceuse d'être ici. En fait, ma question, c'était par rapport à... J'ai remarqué que le concept de l'idée de la mondialité d'Édouard Glissant revient à quelques reprises quand vous parlez. J'aimerais savoir en quoi la mondialité vous permet de repenser les rapports entre les humains et leur environnement. Donc, qu'est-ce que Glissant appelle son entour, d'un point de vue écologique et social. Puis aussi, quel autre écrivain ou écrivaine ont forgé votre conscience écologique? Parce que je crois que c'est vraiment un grand enjeu pour vous et pour nous. Ouais. Puis enfin, dernier volet de la question, ce serait en quoi croyez-vous que le politique, qui a souvent été sourd aux alertes des scientifiques par rapport à l'écologie, en quoi croyez-vous que le politique peut prendre des décisions qui auraient un vrai impact sur la crise écologique et environnementale? Oui, il y a plusieurs questions, en effet, des questions très littéraires et des questions très politiques. Et je vais y répondre en reprenant une observation de Tamara tout à l'heure, en indiquant effectivement la force subversive de l'écriture politique. Parce qu'effectivement, si l'écriture politique n'est pas subversive, si elle ne nous sert pas à comprendre l'état du monde et à transformer ce monde-là,
c'est du bavardage, c'est du babillage, hein, c'est du bruit dans nos têtes, c'est tout. Donc, l'écriture politique, elle a son utilité si effectivement elle nous conduit à interroger le monde et à percevoir les emprises à partir desquelles nous pourrons transformer le monde. Donc, la question de la mondialité est une question qui effectivement relie la politique et la littérature et la poésie. La poésie au sens d'irrigation. Pas seulement la poésie en termes d'expression. C'est très beau, hein, la poésie, hein, c'est très beau. Il y a des auteurs, le professeur dans son introduction a rappelé de très très grands auteurs, hein, Césaire, Charles, Damas, il y a de très très grands auteurs, je pense. Bon, voilà, il y a César Vallecro, il y a vraiment il y a des personnes qui font des miracles avec les mots, avec la musique, avec l'image, avec notre capacité lorsque nous les lisons ou les écoutons à nous représenter des choses. Donc, la poésie, dans ce sens-là, est extrêmement importante. Et sur la mondialité contient ça, à cette force-là, à la fois une lucidité sur le monde et une exigence poétique. Parce que la mondialité, c'est quoi? Ce que Glissant entend la mondialité en termes de relations, comme vous le disiez justement, Noémie. En termes de relations, c'est-à-dire que nous avons sous les yeux plus facilement, vous, maintenant, nous avons la réalité de la mondialisation et les effets de la mondialisation et les conséquences totalement violentes de la mondialisation et des conséquences aussi paradoxales, c'est-à-dire que dans la mondialisation, nous avons une circulation qui est complètement folle lorsqu'il s'agit des capitaux, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont les moyens, lorsqu'il s'agit de certains biens, de certains services, il y a une circulation d'une fluidité impressionnante. Et puis, il y a des personnes qui sont interdites de circulation. Hein, on pense aux réfugiés, par exemple, mais on pense tout simplement à la question des visas. Il y a des personnes qui sont interdites de circulation. Il y a des personnes qui, pendant des jours, des semaines, prennent des files d'attente devant des ambassades dans le monde entier et qui n'obtiennent pas de visa. Donc, vous avez cette fluidité impressionnante de certaines catégories de personnes, de marchandises, de biens, et puis vous avez cet interdit qui est posé sur certaines catégories de personnes, plus massivement, bien entendu. Un autre paradoxe, c'est alors que nous avons le monde entier sous les yeux, nous savons ce qui se passe dans le village le plus reculé, l'information circule à la vitesse de la lumière presque, nous constatons des replis identitaires. Donc nous sommes en présence du monde, le monde s'impose à nous en permanence, et cependant, nous voyons bien que l'identité devient l'étendard de communautés humaines, parfois réduites, mais parfois très grandes, où le repli, la peur, le rejet de l'autre s'exacerbe. Donc la mondialisation produit tout cela. Et la mondialité dit quoi? Enfin, il dit quoi, Glissant, avec la mondialité? Il dit qu'il faut établir une relation. Il dit, nous allons entrer dans une nouvelle région du monde et nous devons y entrer ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est pas géographique. Nous ne sommes plus à l'ère de la découverte du monde. Je crois qu'il y a peut-être un atoll quelque part qu'on n'a pas encore rencontré, mais nous connaissons de façon quasi exhaustive l'état du monde. Nous connaissons le monde. Lorsque Glissant dit « il nous faut entrer ensemble dans une nouvelle région du monde », cette nouvelle région du monde, elle est métaphorique, évidemment. C'est-à-dire ce monde où nous respectons, nous reconnaissons qu'il y a des civilisations différentes, nous reconnaissons qu'il y a des cultures différentes, nous reconnaissons qu'il y a des langues différentes. Et Glissant dit que lui-même, il n'était pas polyglotte, hein, il maîtrisait peut-être une ou deux langues, mais il dit, moi j'écris en présence de toutes les langues du monde. Et même si je ne comprends pas toutes les langues du monde, elles résonnent, parce que d'une façon ou d'une autre, on les entend, elles résonnent. Donc il a une écriture littéraire et poétique qui est imprégnée des langues du monde. Et qu'il faut défendre toutes les langues du monde. Même s'il y a une dizaine de locuteurs d'une langue, il faut défendre cette langue-là. Donc la mondialité, ça dit ça. Nous avons conscience de l'état du monde, de l'immensité du monde. Nous avons conscience de l'importance des relations dans le monde, mais nous avons conscience de la violence de ces relations. Donc nous proposons une autre relation. Alors ça part d'utopie. Ça part d'utopie, parce que ça n'est pas avec la poésie que nous allons faire reculer les grands intérêts financiers, ça n'est pas avec la poésie que nous allons mettre un terme à des spéculations, à des captations de terres, à la corruption, c'est pas que de la poésie. Et c'est là qu'intervient la politique.
C'est là qu'intervient la politique. Parce que la politique est essentielle. Et moi, j'ai envie de vous le dire, parce que je vois les visages, ce sont des visages jeunes que j'ai, d'ailleurs, y compris le vôtre, professeur. Donc, mais j'ai envie de vous dire à vous, les étudiantes et les étudiants, pensez-vous comme génération. Et lorsque je vous dis pensez-vous comme génération, n'acceptez pas toute une série de préceptes définitifs qui vous excluent. On dit la politique, ça ne sert plus à rien, le pouvoir est ailleurs, il est dans le monde économique. Non, le pouvoir n'est pas dans le monde économique. L'abus de pouvoir est dans le monde économique. Le renoncement de la politique fait que le monde économique capte le pouvoir politique. Mais regardez bien, que ce soit à l'ONU, à l'échelle du monde, que ce soit dans les différents pays, à l'échelle des gouvernements, les milieux économiques, les milieux d'affaires passent leur temps à approcher les parlementaires, les ministres, etc., pour modifier les règles, pour suggérer les règles. Ils rédigent même les amendements pour les débats de loi qu'ils remettent aux parlementaires. Ils proposent des projets de loi rédigés. Pourquoi? Parce que le monde économique a besoin de règles. Ils veulent des règles à leur main, mais ils ont besoin de règles. Le monde économique a besoin de règles. Donc, on ne peut pas renoncer à l'action politique. On peut au contraire se battre pour éviter que l'action politique soit confisquée par certaines catégories de pouvoir. Moi, je ne suis pas gênée par l'existence des milieux économiques et des milieux d'affaires. Ça fait partie de notre vie. Simplement, je suis gênée lorsqu'on confisque un État ou une force politique pour la servir à des intérêts catégoriels particuliers. Il y a des intérêts divergents dans nos sociétés. Ces intérêts sont parfois antagoniques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller ensemble avec un certain nombre d'autres intérêts. La réalité, l'importance de l'État et du pouvoir politique, c'est de pouvoir arbitrer en clarté, c'est-à-dire dire, voilà, je choisis, bon, il y a une urgence économique, je choisis de favoriser les milieux d'affaires, mais que ce soit clair, que ce soit clair. Ou, ben voilà, je pense que la justice sociale, c'est plus important, c'est plus urgent, c'est pérenne, c'est essentiel, c'est lié à nos idéaux émancipateurs, donc je favorise la justice sociale. Donc, la politique reste importante. Et c'est la politique qui peut nous conduire à la mondialité. Avec cette note de poésie, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que les femmes et les hommes politiques aiment suffisamment la littérature. Et aimer la littérature, c'est pas aimer du papier, c'est pas aimer des livres, c'est pas aimer de l'écriture, c'est aimer les gens. C'est aimer la vie, c'est aimer faire pour les gens. C'est ça que ça veut dire, aimer la littérature. Donc oui, il faut que les responsables politiques soient imprégnés de littérature et qu'ils utilisent cette littérature pour transformer les relations dans le monde. Donc la mondialité, c'est ça, établissons d'autres relations dans le monde, cessons d'être indifférents aux violences, aux inégalités, aux injustices, à la famine, aux maladies, cessons d'être indifférents à tout cela, et puis regardons, oui, l'écologie, nous partageons la même planète. Partageons la même planète Terre. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure, parce que j'ai conscience que ma réponse est longue, mais revenir sur les auteurs qui m'ont permis de prendre conscience très tôt des grands enjeux écologiques, ça n'était pas la mode. Hein. J'étais pré-ado, en lisant des auteurs comme Josué De Castro, par exemple. Après, quand je suis devenue ado, en lisant des auteurs comme Ignacy Sachs, en lisant René Dumont. Donc, il y a très, très longtemps que j'ai conscience de cette relation organique entre les êtres humains et l'environnement. Merci pour aussi ces suggestions de lecture pour les étudiants, parce qu'effectivement, sur la question écologique, il y a des auteurs qui sont inspirants depuis longtemps, et c'est une question qui est d'actualité, mais qui a fait l'objet de réflexions depuis plusieurs années. Sur la question des inégalités, sur la question des traces qui restent dans l'histoire des inégalités. Il y a eu pas mal de questions des étudiants et je vais donner la parole à Déborah Saint-Victor qui voulait vous entendre sur une de ces questions qui vous est chère. Bonjour. En premier, en préambule, mes amis et ma famille m'ont chargé d'une mission très importante que je tiens à honorer, celle de vous dire qu'Haïti vous aime. Donc, j'emprunte les paroles d'un proverbe créole qui dit « Baïkou oublié, potémac songer ». En français, ça signifie « celui qui donne le coup l'oublie, mais celui qui porte la cicatrice s'en souvient ».
Donc, vous l'avez souvent dit, rien n'efface un crime si grand que l'esclavage ou la colonisation. Et en effet, la cicatrice de l'esclavage reste, elle est tatouée dans nos mémoires, on s'en souvient. Et selon moi, l'écriture de l'esclavage est une façon de ne pas oublier ce mal ou de refouler les traumatismes. Et si j'emprunte vos mots, de ne pas faire comme si le passé n'avait laissé aucune trace. Or, le fait d'être considéré comme victime d'un acte ou d'un phénomène, tel que l'estiment certains psychologues, est une attitude qui est liée à un traumatisme et qui peut se traduire par la tendance à s'apitoyer sur son sort. Alors, ma question, la voici. Est-il possible d'écrire l'histoire de l'esclavage sans se laisser former par le schéma pathologique du syndrome de la victime tel que l'expliquent les psychologues? Merci Déborah pour cette question. Et avant la question, merci Déborah pour cette déclaration d'affection et d'amour. Vous savez que je le rends bien à Haïti et à tous ses habitants et à ces immenses écrivaines et écrivains, ces grands poètes, je pense à René Depestre, ces grands écrivains de la terre, les écrivains telluriques tels que le gouverneur Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée par exemple, ou Jacques-Stéphane Alexis, ces grands écrivains contemporains, je pense à Yannick Laens, à Gary Victor, je pense à Lionel Trouillot évidemment, voilà, et puis des grands scientifiques aussi, je connais Suzy Castor, bon voilà, donc c'est une déclaration d'amour en retour. Vous me demandez s'il est possible d'écrire sur la traite négrière et l'esclavage, sur les conséquences aujourd'hui encore, sans s'enfermer dans un sentiment de souffrance d'abord, sans s'enfermer dans la souffrance et sans s'enfermer peut-être aussi dans une image de victime. Non seulement c'est possible, mais c'est indispensable, il le faut, parce que ce serait ajouter en fait aux dégâts considérables, innommables de la traite négrière et de l'esclavage que de porter aujourd'hui ces stigmates, non pas tels que nous les portons avec des cicatrices qui saignent encore, ça c'est indiscutable, nos cicatrices saignent encore, mais il y a tellement de joie, il y a tellement la conscience de ce qui a été construit, inventé, offert pendant toute cette période, de cette humanité qui s'est transcendée au-delà de la souffrance, au-delà de l'injustice, au-delà de la violence, que nous devons être conscients de cet héritage-là. Nous devons être conscients que nous portons cela. Et nous devons être conscients, mieux encore, que nous portons la totalité du monde. Parce qu'en fait, la traite négrière et l'esclavage ont provoqué un immense brassage. Et ce brassage a fait que nous portons en nous l'Afrique, où les hommes, les femmes et les enfants ont été capturés. Nous portons en nous les Amériques et l'océan Indien et la vaste Amérique où ils sont arrivés, où il y avait des peuples amérindiens, avec des langues, avec des cultures, avec une connaissance des plantes, des environnements, avec des noms, et tout cela a été échangé. Nous portons en nous, évidemment, l'Europe, parce qu'il a fallu des échanges entre les esclaves et les maîtres. Les créoles ont été inventés pour ça, parce qu'il fallait échanger, il fallait se parler, et on avait mélangé les esclaves pour éviter les révoltes dans les cales de bateaux négriers, ce qui ne les a pas empêchés, mais on les a mélangés. Donc, ils ont dû inventer des façons de se parler, puisqu'ils ne parlaient pas la même langue. Il a fallu communiquer avec les maîtres. Donc, il a fallu inventer ces langues-là. C'est essentiellement les créoles, les pidgins, etc. Donc, nous portons en nous tout cela. Nous portons en nous, évidemment, des choses que nous avons fabriquées sur place. Et l'arrivée, la circulation de personnes, parce que lorsque les esclaves se battaient, résistaient de plus en plus, les pouvoirs publics, parce que la traite négrière et l'esclavage, c'était tout à fait officiel, hein, c'est organisé par les monarchies, béni par le Vatican, mis en place par les appareils d'État. Et les compagnies de monopole étaient des compagnies d'État. Donc, ils prenaient d'autres décisions, et notamment de faire venir des personnes d'Asie, par exemple, avec des contrats d'engagés, ou des personnes qui sont venues d'Europe. Aux États-Unis, on trouve beaucoup de traces, notamment de personnes européennes qui ont travaillé pas dans la situation d'esclavage, mais dans une situation d'extrême exploitation aussi. Donc, mais nous portons tout cela. Il faut être juste conscient que nous portons tout cela. Donc, aujourd'hui, nous avons en nous une force qui fait que déjà nous résonnons avec l'ensemble du monde. Nous pouvons entendre les vibrations et les fréquences qui viennent d'Afrique, qui viennent des Amériques, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Asie. Nous pouvons les entendre parce qu'il y a une part de nous
Il y a une part de nous qui, de toute façon, est en contact et en tout cas en réceptivité avec ces parties du monde. Donc, nous devons être conscients de ça. Et nous devons donc aujourd'hui écrire ou parler de la traite négrière et de l'esclavage en étant traversés par cela. Ce qui veut dire que d'abord, nous portons l'héritage du monde, donc personne ne nous explique ni qu'on a une place fixée là, ni qu'on a une identité figée comme ça, ni que, bon voilà, personne ne nous explique ça. En tout cas, ceux qui veulent expliquer, ils parlent pour le vent. Moi, ils ne parlent pas pour moi. Ensuite, parce que cela nous rend responsables du monde, au sens étymologique, c'est-à-dire que nous répondons du monde. Nous répondons de l'état du monde. Notre histoire fait que nous portons sur nos épaules cette responsabilité de répondre de l'état du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut s'accommoder d'aucune injustice, d'aucune inégalité. On ne peut pas s'en accommoder. Parce que nous avons connu, nos ancêtres ont connu l'oppression suprême, maximale, transformée en marchandises, en bêtes de somme, vendue avec des codes noirs, código negro, qui disent très clairement que ce sont des meubles, ces personnes-là sont des meubles, qu'elles appartiennent à leur maître. On peut séparer les meubles, vous pouvez vendre l'armoire séparément de la table et séparément de la commode ou de la table de chevet. Donc nous avons vécu ça, nous portons ça dans notre mémoire. Et répondre du monde aujourd'hui, ça veut dire ne pas tolérer ni la traite des personnes, ni l'exploitation, ni l'exclusion, ni la discrimination, ni le racisme, ni l'antisémitisme, ni la xénophobie, ni le sexisme, ne pas tolérer la moindre intolérance, ne pas la tolérer. Voilà. Donc évidemment, ça nous donne une destinée de combattantes et de combattants, ça nous donne un destin bon, voilà, il y a des destins pires que cela. Hein. En tout cas, moi, j'aime bien, il me convient. Oui, la combattante plus que la victime, c'était exactement ce qu'on entend et c'est bien de l'entendre. Il y a Santi qui avait une question aussi sur l'enseignement de cette question-là, et notamment dans le contexte québécois. Alors, Santi. Bonjour Madame Taubira, je suis ravie et honorée de pouvoir participer à cette rencontre. Ma question est celle-ci. Justement, j'étudie en enseignement du français au secondaire, donc le côté littérature, histoire et puis pédagogie pour les enfants me questionne. En ayant conscience du contexte justement canadien et surtout québécois face au racisme et la diversité culturelle, quelle est votre opinion face à l'utilisation, par exemple, du mot nègre en éducation? Donc, il y a eu récemment une petite polémique d'une enseignante à l'université qui avait utilisé ce mot et qui avait été suspendue. Donc, je me demandais, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la question, c'est ce que je pense du mot nègre, parce que la question du cas de la professeure dont j'ai eu connaissance, je ne peux pas avoir un avis éclairé là-dessus, parce que il y a les règles universitaires, il y a le vécu, il y a les modes de fonctionnement, enfin, il y a toute une série d'éléments, d'indicateurs qui sont liés aussi à votre société et à vos universités, aux règles universitaires, que je n'ai pas. Alors, sur le mot nègre a une histoire, évidemment. Le mot nègre a une histoire qui n'est pas la même, un nigger et nègre, ça n'est pas la même histoire. Et puis, comme pratiquement tous les mots qui sont des mots de mépris, des mots de stigmatisation, des mots d'exclusion, sont des mots qui parfois sont repris. Et c'est ce qui est arrivé, notamment avec nigger, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. Et ce mot a été repris par les personnes qui étaient exclues, stigmatisées, insultées, injuriées par ce mot. Ils l'ont repris, mais ils l'ont repris pour eux et pour leur compte. Ils ne l'ont pas repris pour le légitimer en tant que mot ordinaire. Donc cette reprise est un acte de combat. Cette reprise est une riposte. Et alors, ça a été, c'est une reprise très puissante dans les décennies 40-60. Ce sont les traces de la Harlem Renaissance, ce sont les traces d'une réflexion approfondie
qui a permis de voir comment la société, en fait, la société américaine était profondément imprégnée par cette question de la présence, de l'existence et du refus de la présence et de l'existence des Afro-Américains, qui d'ailleurs, à cette époque, on dit qu'ils sont des Africains-Américains, Afro-Américains est revenu après. Et depuis le début du siècle, quelqu'un comme W.E.B. Du Bois avait montré l'importance de la color line et avait décrit la façon dont cette color line structure la société américaine. Et que c'est là qu'il faut se battre. Au début du 19e, du 20e, au début du 20e siècle, il explique déjà que c'est là qu'il faut se battre. Après, on a le mouvement de la Harlem Renaissance qui arrive 20-25 ans plus tard et qui est un mouvement qui pose un certain nombre d'interrogations dans toutes les formes d'expression culturelle et artistique et qui va aboutir après aux décennies de combativité collective, parce que les gens sont toujours battus, ont toujours résisté d'une façon ou d'une autre. On oublie et on ignore parfois qu'une personne comme B. Wells a dénoncé les lynchages au début du XXe siècle aussi. Donc les gens, il y a des traces de combat, de protestation, de gens très courageux parce que ces gens-là risquent la mort. On est devant la voie, ces personnes risquent la mort. Donc tout cela conduit à ce que, après, dans les décennies de combats collectifs différemment structurés, on s'empare d'un certain nombre de mots, on s'empare d'un certain nombre de symboles. Et donc on s'empare, ceux qui se battent à ce moment-là, s'emparent du mot nigger, et le brandissent avec fierté. Alors, on a d'autres formes, hein. On a aussi un Black and I'm Proud de James Brown, c'est une autre affirmation, c'est un autre affichage. Les militants en tant que tels, ça c'est un artiste qui proclame. Mais les militants en tant que tels, ils reprennent le mot nigger. Mais il est admis que ce mot, compte tenu de ce qu'il transporte, c'est pas une question subjective là pour le coup. Compte tenu de ce qu'il transporte, ce mot-là, il n'est pas anodin, il n'est pas banal, il ne peut pas être utilisé. Alors, il ne peut pas être utilisé dans n'importe quelle circonstance, y compris par les personnes, par respect, parce qu'il y a par exemple des personnes qui ne sont pas forcément dans des postures militantes et qui reprennent ce mot-là. Bon, en se désignant eux-mêmes, hein, moi je connais des personnes qui disent « je suis nègre ». Bon voilà, moi je suis un nègre. Bon. Ils ont le droit de le dire, sauf que moi je pense que on n'a pas le droit, compte tenu de ce que ça représentait, parce que des personnes en sont mortes, des personnes ont été torturées, des personnes ont été lynchées, compte tenu de ce que ça représente en réalité humaine, on n'a pas le droit de banaliser ces mots-là. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. On n'a pas le droit de les banaliser. Ceci étant, moi, je pense aussi qu'on peut débattre de tout. On peut débattre de tout. Il faut de la bonne foi. Il faut de la bonne foi. Mais on peut débattre de tout. Donc, dire que moi, je ne suis pas d'accord avec la façon dont on utilise ce mot, c'est l'expression de mon opinion personnelle, qui n'est pas une opinion juste fantaisiste, une opinion qui est armée de connaissances, de savoir, de références très précises sur les combats, sur leurs coups, sur les stratégies, etc. C'est armé de tout ça. Mais une fois que je dis ça, j'admets la discussion. Je pense que notre force à tous, c'est d'accepter la discussion. Accepter la bonne foi et accepter plus loin encore que la discussion et la bonne foi, accepter le fait qu'il y a ce qu'on appelle les différents non solubles. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne peut pas, voilà, on peut pas les dissoudre, voilà. On peut pas, il y a des sujets sur lesquels on ne peut que constater qu'on n'arrive pas à un point d'accord. Ça ne nous empêche pas de nous dire bonjour, ça ne nous empêche pas de nous entraider, ça ne nous empêche pas de vivre ensemble. On constate qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on ne peut pas être d'accord. Donc là, la bonne foi est importante. Parce qu'il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord et je les combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Les gens qui oppriment, les gens racistes, les gens antisémites, les gens qui écrasent les autres, les gens qui construisent des richesses en organisant par des spéculations la famine dans certaines parties du monde, moi je les combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Donc là, il n'y a pas d'histoire de bonne foi, là. Il n'y a pas d'histoire de bonne foi. D'accord ? Je ne sais pas si je suis claire, parce que je dis tellement de choses d'un coup. C'était très clair, c'est une réponse vraiment lumineuse. Et merci d'avoir pris le temps aussi de traiter cette question qui est délicate et qui effectivement a été au cœur de l'actualité ici au Québec depuis
plusieurs semaines. Donc, merci pour votre réponse. Une autre question sur le poids des mots, leur valeur politique, leur incidence, a été proposée par Maxime Desroches-Gauthier. Donc, j'invite Maxime à poser sa question qui va nous amener sur un autre aspect de la question des inégalités ou de l'équité, à partir toujours de la question des mots et du poids des mots. Maxime? Merci. Bonjour et tout d'abord, merci d'être là et de répondre à nos questions. Ma question vient de votre discours lors de la remise du prix Anthony Atkins. En fait, c'est surtout à propos de l'utilisation du mot fraternité qui est revenu plusieurs fois. Donc, ma question c'était, où est-ce que vous voyez le combat de la langue, donc qui est un combat linguistique, médiatique, artistique, dans celui de l'égalité? La langue française étant une langue avec des règles racistes, pas racistes, je suis désolée, sexistes. Comment est-ce que vous voyez à ce moment-là ce combat-là dans le combat global justement de l'égalité et de l'équité? Alors, les langues sont des produits sociaux. Hein. Les langues, effectivement, sont imprégnées de l'histoire des sociétés qui les ont produites, des rapports sociaux, mais aussi des rapports de force des sociétés qui les ont produites. Donc, les langues témoignent d'un certain nombre de rapports. Hein. Je parlais justement tout à l'heure. Alors, les langues en tant que telles en témoignent. Et puis, les langages plus encore. Je rappelais la fonction sociale des langages. Donc, les langues, ne nous faisons pas d'illusions. Toutes les langues portent, nous savons par exemple, du point de vue strictement linguistique, par exemple, de la technicité de la langue, nous avons des ethnolinguistes qui nous ont indiqué que dans certaines langues, par exemple, pour un seul fait, une seule chose, il y a 10-15 mots. Je pense par exemple, je ne suis pas sûre de la validité de l'exemple, mais il me vient en tête, dans la langue inuit, il y aurait une quinzaine de mots pour dire la neige et pour dire l'eau. Bon. C'est-à-dire que c'est tellement essentiel dans ces sociétés-là que la langue a produit autant de mots que de nuances de la chose. Et ça, on peut le comprendre. Je pense que ça évoque des images simples pour vous. Donc, il y a des langues qui sont très riches dans certains domaines et très pauvres dans d'autres parce que la vie quotidienne, parce que la réalité, parce que l'histoire font qu'il y a des choses dont on n'a pas eu besoin. Il y a d'autres choses qui sont venues d'un usage courant. Donc, les langues témoignent de ça. Et dans les langues où la domination des femmes a été pluriséculaire, en tout cas dans des sociétés où la domination des femmes a été pluriséculaire, la langue inévitablement en témoigne. Elle en témoigne par des mots humiliants, elle en témoigne par des insultes, elle en témoigne par des mots du langage courant qui intègrent cette domination, elle en témoigne à son insu et à notre insu. Donc, le fait qu'un certain nombre de combats deviennent des combats très actifs, très actuels et qu'ils provoquent des débats sur la place publique, cela mobilise aussi des connaissances, des expertises et on voit surgir des travaux qui nous permettent de constater que, ben oui, il y a des mots sexistes dans la langue française, il y a des mots racistes aussi, il y a des mots généreux aussi dans la langue française. Il y a des mots des régions dont on a étouffé les cultures et dont on a voulu étouffer les identités, mais les mots sont entrés dans la langue. Donc, il y a tout ça. Donc, les langues témoignent de tout ça. Est-ce que la fraternité est possible à travers les langues? C'est d'abord à travers les langues, effectivement, que la fraternité s'épanouit. Elle est possible autrement, mais elle s'épanouit à travers les langues. C'est-à-dire que si nous avons un véhicule qui nous permet de communiquer, d'échanger, mais aussi de mettre en contact nos imaginaires, nous nous connaissons mieux. Donc, les langues peuvent produire de l'altérité. Elles produisent de l'altérité. Elles ont toutes les fonctions possibles. C'est à nous de choisir quelles fonctions elles ont. Mais elles ont aussi des fonctions embarrassantes. Je pense à une définition de la langue du français par Kateb Yassine, qui est un très très grand romancier et poète algérien. Kateb Yassine a dit « Le français est notre butin de guerre ». Nous connaissons la violence de la guerre d'Algérie. Nous connaissons cette violence, les traumatismes qui existent encore, y compris dans les générations d'Algériens encore vivants et même chez les jeunes Algériens.
et les traumatismes qui existent encore en France et aussi des parts d'inconscient qui existent dans la conscience collective française sur la guerre d'Algérie. Et lorsque Kateb Yassine dit que le français est notre butin de guerre, il révèle une contradiction, mais une contradiction assumée. C'est un butin de guerre. Donc, il y avait la guerre, c'est indiscutable. Il y avait la guerre. Et c'est un butin, c'est-à-dire qu'il y a eu la guerre, ben oui, on a peut-être été écrasé par des moments, on a été victorieux à d'autres moments, mais on a un butin. Et ce butin, il est extraordinairement précieux. C'est une langue. Le français est notre butin de guerre. C'est une langue. C'est-à-dire que moi, je suis algérien, je peux écrire en arabe, mais je peux aussi écrire en français. Et personne ne va me dire que j'ai volé la langue de personne. Parce que l'histoire a fait qu'elle m'appartient, cette langue-là. Après, évidemment, elle a ses imprégnations, elle a ses parfums, elle a ses subtilités, elle a ses couleurs, parce que les langues, elles sont racines. Elles sont racines. Elles prennent corps là où elles sont. Donc, la langue de Kateb Yassine, ce n'est pas la langue de René Char, c'est certain. Mais voilà, mais c'est une langue. Et Nadja est un très, très beau roman, par exemple. Donc, les langues portent tout ça, et les langues elles peuvent porter la haine, elles portent des promesses d'altérité, elles portent des possibilités de dialogue, elles portent aussi une courtoisie et une belle altérité, tout simplement. Moi, lorsque je vais dans des pays, je fais le tour du monde. J'ai beaucoup voyagé grâce à la littérature. J'ai exploré tous les recoins du monde grâce à la littérature et ma gratitude est infinie vis-à-vis des auteurs, femmes et hommes. Mais j'ai voyagé physiquement aussi beaucoup. Je suis allée dans beaucoup de pays du monde. Lorsque j'arrive dans un pays, la première chose que je demande, c'est comment on dit bonjour, comment on dit merci et comment on dit joie. Voilà. Une fois que j'ai ces trois mots-là, j'estime que j'ai un bagage et que je suis invincible et que je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller dans ce pays-là. Je vais me débrouiller. Quoi qu'il m'arrive, on peut me larguer n'importe où, on peut m'oublier dans un cortège officiel, ça fait rien, je vais me débrouiller. Donc voilà, et tout ça, voilà, c'est la langue qui permet ça. Et c'est donc la langue qui permet la fraternité, pour en revenir au début de votre question. Il est 12 heures. Merci. Mais on apprend qu'il est 12 heures donc, en Guyane, d'où vous nous parlez. Et donc, il nous reste encore un peu de temps, mais le temps file. Vous avez eu l'occasion donc, de bien illustrer ici comment la littérature peut être une confrontation à l'altérité et créer parfois même du malaise, un malaise nécessaire qui permet d'avancer, de découvrir, de comprendre l'autre. Vous avez rappelé aussi la part de l'histoire dans la langue, dans la littérature. Tout ça est essentiel. Mais tout ça passe par la lecture qui a été très, très importante pour vous. Vous nous l'avez rappelé dans votre mot d'introduction. On a des questions sur la lecture, notamment sur le rapport des plus jeunes à la lecture. Et Sama Ali, étudiante à la maîtrise, Sama est là, elle avait une question sur cet avenir du livre et de la lecture. Donc Sama, la parole est à vous. Merci. Bonjour Madame Taubira, je voudrais commencer par dire mon émotion à vous rencontrer aujourd'hui. Votre compatibilité et votre liberté d'esprit sont une grande source d'inspiration. Alors, ma question se porte donc plutôt vers la lecture. L'éducation tend de plus en plus à préparer les jeunes au marché du travail et les statistiques montrent que si les gens, et les jeunes surtout, ne lisent pas, moins qu'avant, eh ben, ils lisent autre chose que de la littérature. J'aimerais donc connaître votre avis sur l'avenir de la littérature et de son enseignement et sur l'avenir du livre et de la lecture au temps des technologies de l'information et de la communication et des réseaux sociaux. C'est vraiment un enjeu, c'est un enjeu colossal. Sama, vous avez parfaitement raison, c'est un enjeu colossal. Mais c'est comme pour les mets fins, hein, on éduque le goût. Je pense profondément que on peut donner, on peut transmettre le goût de la littérature. On peut amener aux enfants, aux adolescentes, aux adolescents, on peut leur amener le goût de la littérature. Moi, je suis d'une génération du livre, mais bon, c'est pareil, j'ai appris à aimer la lecture. Je l'ai appris plutôt dans la désobéissance, un peu
un peu illusoire, hein, puisque je vous ai dit que finalement, je crois que ma maman savait que je désobéissais. Ça enlève un peu une partie du charme de la désobéissance. Enfin, je ne l'ai pas su à l'époque où j'ai pratiqué. Donc, moi, je crois ça. Donc, je suis de l'époque du livre physique, et j'y tiens encore. J'y tiens encore. J'y tiens au point d'être pratiquement irrationnelle. Par exemple, je voyage beaucoup. Je voyage parfois sur de courts séjours, donc j'évite d'enregistrer des bagages. J'ai toujours des livres dans mes bagages et je vais mal faire ma valise de vêtements, mais je vais avoir les livres que je veux. Sans compter que je vais en acheter sur place. Au retour, je peux toujours enregistrer des bagages. À l'aller, j'évite de m'encombrer. Mais au retour, j'enregistre des bagages, donc j'achète toujours des livres. Mais bon, voilà, je fais des choses pas très raisonnables parce qu'on m'a déjà expliqué que sur la tablette, je peux avoir 200 livres, voilà, au lieu d'en mettre 20 dans ma valise. Je préfère mettre 20 livres dans ma valise. Je préfère tripoter mon livre. Je préfère, voilà, le toucher. Et je compense autrement. Je circule à vélo, je compense mon bilan carbone autrement. Hein, je ne fais pas abattre des arbres pour fabriquer des livres de façon inconsidérée. Je compense autrement mon bilan carbone. Mais juste pour dire que voilà, c'est comme tous les goûts. C'est comme pour le goût de la musique, c'est comme pour le goût de la peinture. Voilà, ça se transmet le goût. Ça s'impose pas parce qu'il faut éveiller de la curiosité, du désir, de l'envie. Il faut éveiller des choses qui soient à la fois sensorielles, sensuelles, des choses qui soient même voluptueuses. Il faut éveiller ça, mais il faut l'apporter. Il faut l'apporter. La lecture, voilà, si on ne leur apprend pas à lire et qu'on les familiarise avec les tablettes très tôt. Moi, j'ai des petits-enfants et je vois bien dans la liste des fournitures scolaires, je vois la tablette. Bon, j'avoue que j'ai une crise de désespoir, hein, mais bon. On obéit. Et puis, je reconnais on peut les éduquer aussi à la technologie, au rapport à la technologie, aux limites de la technologie, aux limites du rapport à la technologie. On peut les éduquer à tout cela. Je veux croire que l'éducation le fait, que l'école le fait. Je veux le croire. Mais c'est une source d'inégalité aussi. Parce que dans les familles, la capacité à éduquer aux enfants un rapport sobre à l'usage technologique, cette capacité, elle est variable aussi. Donc ça aussi, c'est une source d'inégalité. Mais voilà, ça va pas se faire tout seul. Il faut leur donner le goût de la lecture. Leur montrer toutes les subtilités qu'il y a dans la lecture, les joies qu'il y a dans la lecture, la découverte du monde. Voilà, tout ce qu'on peut apprendre en lisant. Sur les enjeux actuels et les combats actuels à mener par les jeunes et pour les jeunes, donc il y a celui de la lecture, mais il y a aussi des combats particulièrement sensibles et assez délicats qui nous amènent même au-delà de la littérature. Et Douniadez Ramoul avait une question qui réactualise effectivement des débats qu'on a eu un peu plus tôt, notamment sur la question de l'esclavage. Douniadez. Merci, c'est Douniazed. Vous pouvez me dire Dounia, c'est correct. Merci Madame Taubira pour votre présence, c'est très enrichissant. J'avais beaucoup des notions c'était flou pour moi. Donc ma question porte sur la notion contemporaine de l'esclavage. Donc, on assiste à la violation des droits des enfants obligés de travailler au lieu d'aller à l'école, ou bien des jeunes filles forcées de se marier ou de se prostituer à leur jeune âge. Donc, à votre avis, comment faire face à ce fléau sur le plan international? Ce sont des questions, merci Dounia Z, ce sont des questions très, très douloureuses et malheureusement, en effet, encore très vives. Et j'apprécie que vous ayez utilisé le mot esclavage, en tout cas la locution esclavage contemporain. Parce que en tant que parlementaire, j'ai mené des batailles il y a plusieurs années de ça, hein, c'était dans les années 2003-2004, pour combattre la locution esclavage moderne, en expliquant qu'il n'y a rien de moderne dans l'esclavage. C'est ce qu'il y a de plus archaïque. Opprimer un être humain, ne pas reconnaître son humanité, l'exploiter, privilégier
le caractère lucratif d'une activité plutôt que son caractère sensible, c'est-à-dire considérer qu'un être humain plus est une marchandise ou une bête de somme, ça n'a rien de moderne. C'est profondément archaïque. Donc, merci Dounia Z d'avoir utilisé l'esclavage contemporain. Effectivement, il y a de la traite contemporaine et l'esclavage contemporain. Et vous le situez à bonne échelle lorsque vous dites comment on peut les combattre à l'échelle internationale. Parce que c'est là que ça se situe. Ça n'exonère pas les nations de leurs responsabilités. Ça n'exonère pas les gouvernements de leur devoir, de leur capacité d'agir. Mais le phénomène est tel et il utilise de telles failles dans les relations entre les différents pays qu'effectivement, c'est à l'échelle internationale qu'on pourra l'endiguer sérieusement. Et normalement, nous sommes armés à l'échelle internationale parce qu'il y a des conventions. La Convention de 1926 de la Société des Nations, la Convention de 1956 de l'Organisation des Nations Unies et toutes les autres conventions survenues après qui concernent spécifiquement la traite, mais celles qui concernent la lutte contre les mariages forcés, etc. Tout cela, nous avons des instruments juridiques et nous avons l'architecture judiciaire, puisque nous avons les tribunaux internationaux, le tribunal de la Haye, etc. Nous avons donc l'arsenal juridique et l'architecture judiciaire qui nous permettent de lutter contre ça s'il y a une volonté politique et si possible multilatérale de le faire. Cette volonté est insuffisante. Cette volonté est insuffisante parce que le multilatéralisme recule de façon considérable depuis au moins une vingtaine d'années. C'est-à-dire que l'ONU n'est plus vraiment l'instance où les nations se rencontrent, discutent, où il y a une audience pour les grandes thématiques transversales, transnationales, comme cette question de la traite des personnes, de l'exploitation des enfants, des femmes, les mariages forcés, la servitude pour dette, toutes ces oppressions qui existent dans de nombreux pays, qui sont parfois encore dans des législations de certains pays. L'esclavage n'est plus dans aucune législation. Le dernier pays qui a dû renoncer à l'esclavage autorisé dans sa législation, c'est la Mauritanie. Et ça, bon, voilà, ça relève même maintenant plus d'une quinzaine d'années. Même si dans les faits, les choses ne sont certainement pas aussi claires et aussi simples. Mais en tout cas, il n'y a plus dans aucune législation du monde l'esclavage autorisé. Et pourtant, nous savons que la traite continue, perdure, l'esclavage perdure. Donc là encore, il faut de la volonté politique. Nous en revenons à cette question des politiques. Oui, l'action en faveur des personnes, que ce soit des sociétés nationales ou que ce soit les sociétés du monde, l'action, que ce soit des citoyens venus de n'importe où et qui arrivent dans un lieu et qui doivent être pris en charge dans ce lieu-là, l'action politique est celle qui permet de constituer le cadre et de mobiliser les moyens collectifs. Ce sont les pouvoirs politiques qui peuvent lever l'impôt. Ce sont les pouvoirs politiques qui ont ce pouvoir régalien, souverain, de contraindre tous les citoyens à contribuer de façon à ce que l'État, la puissance publique, ait les moyens de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Donc c'est bien le pouvoir politique qu'il faut renforcer. Parce que c'est le pouvoir politique. À quoi ressemblerait une société où ce serait par exemple les milieux d'affaires qui auraient le pouvoir régalien de lever l'impôt? Ça n'a pas de sens. Donc on ne peut pas considérer que le pouvoir d'État, la puissance d'État, puisse être inféodée à une catégorie d'intérêts. Ça n'est pas possible. Il faut préserver nos États de façon à ce que nos États conservent un certain nombre de pouvoirs régaliens, dont celui de lever l'impôt de façon à répartir, c'est-à-dire à assurer la solidarité nécessaire. La possibilité de parler en notre nom à tous dans une instance internationale multilatérale et donc de nous engager dans des actions de solidarité internationale. Il faut que ce soit les États qui puissent le faire. Et les États, c'est le pouvoir politique. Donc si nous renonçons au pouvoir politique, si nous acceptons l'affaiblissement des États, nous larguons le monde. Nous larguons le monde. Et ça va être la loi du plus fort. Ça va être la loi du plus fort. Il n'y a que deux façons d'être à plusieurs. Que ce soit à 10 dans une salle, que ce soit à des millions dans une société, que ce soit à des milliards dans le monde, il y a deux façons d'être ensemble, par la force, la loi du plus fort, ou par le droit, c'est-à-dire la loi qui indique les libertés, les limites des libertés, les règles,
ce qui nous permet de fonctionner ensemble. Donc, surtout, votre génération, ne renoncez pas à la politique. Ne renoncez pas à la politique. Ceux qui font croire que le pouvoir est dans le monde économique, non, le pouvoir n'y est pas. Le pouvoir peut y être confisqué. Le pouvoir peut y être en translation par renoncement de ceux qui ont le pouvoir politique, mais le pouvoir politique doit au contraire se reconstituer, se consolider, se fixer des objectifs et s'imposer une capacité d'action, s'imposer de pouvoir agir. Il faut que le pouvoir politique puisse le faire. Merci pour cette réponse qui insiste sur l'importance donc, de l'action politique, notamment en lien avec les questions économiques et dans cette tension-là. Nous avons reçu la semaine dernière Thomas Piketty ici à l'Université de Montréal qui rappelait ces enjeux, l'importance aussi des actions internationales pour des questions qui sont à la fois bien sûr économiques et politiques, notamment en ce qui concerne Haïti et la question notamment de la dette. Cet aspect-là a été évoqué par un des étudiants qui souhaitait vous poser une question à ce sujet, donc qui est pleinement sur le terrain politique. Donc, vous voyez, les jeunes, même étudiants en littérature, ont de l'intérêt pour les questions de politique et d'économie et profitent de votre présence pour vous amener sur ce terrain-là. Donc, je donne la parole à Jean Gualbert Atis pour sa question. Merci. Madame Taubira, vous avez non seulement l'amour d'Haïti, mais également notre admiration. Ma question concerne justement cette histoire de dette, de restitution, de réparation. Et vous savez qu'en 1825, Haïti a dû payer environ 150 millions de francs, apportés à aujourd'hui, ça fait à peu près 17 milliards d'euros. Cette somme était destinée à dédommager les ex-colons, non seulement de leurs biens fonciers, mais également, terrible, du nombre d'esclaves possédés. Mais ces jours-ci, en Haïti, cette question de restitution, de réparation fait rage dans les milieux littéraires, dans les milieux artistiques, intellectuels, etc. Or, à l'occasion d'une visite en Haïti en 2015, le président François Hollande a déclaré « Ce serait impossible de rembourser. Ce serait très difficile à convertir. » Fin de citation. Madame Taubira, que pensez-vous de la déclaration de l'ex-président français? Et que pourriez-vous dire de la position de ceux qui, en Haïti, réclament encore tous les jours, à cri et à corps, le recouvrement du montant arraché de force à Haïti par la puissance coloniale? Alors, merci Jean pour l'admiration, en plus de l'amour. Alors, c'est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel sur lequel je me suis exprimée, sur lequel j'ai écrit. D'ailleurs, dans l'esclavage, je racontais à ma fille le livre qui a été sélectionné par le jury, et je remercie encore pour cet honneur et cet hommage. Il y a des développements sur ce sujet-là. C'est pour moi un vieux sujet. D'ailleurs, à l'époque où j'ai rédigé la proposition de loi et où je l'ai défendue au Parlement français, j'avais traité spécifiquement la question de la dette, ce que j'appelle la rançon d'indépendance, pour parler clairement, d'Haïti. La rançon d'indépendance infligée par la monarchie française à la toute jeune République d'Haïti. Et ce travail avait abouti à la mise en place d'une commission qui s'appelle la commission Régis Debray, qui était donc présidée par Régis Debray et qui a examiné avec toute une série d'auditions cette question de la dette que la jeune République d'Haïti a remboursée très longtemps. Alors la jeune République, mais après les pouvoirs successifs d'Haïti ont remboursé jusqu'au milieu des années du XXe siècle. Hein. Dans les années 1950, je crois que ça a été soldé. Oui. Président estimé, jusqu'au président estimé, 1950 à peu près.
Voilà, donc c'est inouï, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde le sujet en tant que tel, en dehors de toute passion, moi j'ai de la passion sur le sujet, là ici on non, c'est tout à fait concevable. Mais en dehors de toute passion, ne serait-ce qu'en termes de règles économiques et financières internationales, le sujet est hallucinant. Il est hallucinant. Donc, moi, je pose un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est que les Haïtiens, en tant que nation, sont souverains sur l'expression de ce qu'ils entendent faire aujourd'hui de cette rançon d'indépendance, de cette dette, voilà, qu'ils ont soldée. Ils sont souverains. La parole la plus légitime sur le sujet, c'est la parole du peuple haïtien. À travers ses représentants, à travers ses autorités, à travers ses associations, à travers ses personnalités, à travers son intelligentsia, mais peu importe la forme de l'expression de cette parole, mais pour moi, la parole la plus légitime, je n'entends rien avant ça. Je n'entends rien avant ça. Tout ce qui peut être dit et qui veut se placer avant cette parole-là, pour moi, est illégitime. Quel que soit le raisonnement, quelle que soit la logique, quelle que soit la vraisemblance, quelle que soit l'évidence, c'est illégitime si ça prétend se poser avant la parole du peuple haïtien. Moi, c'est le premier principe de base. Le deuxième principe de base, c'est que, en tout état de cause, et ça entre justement dans la parole du peuple haïtien, en tout état de cause, l'affaire est scandaleuse. Elle est scandaleuse. Toutes les indemnisations qui ont été votées, qui ont été décidées et qui ont été distribuées à l'abolition de l'esclavage et pour Haïti après l'insurrection, parce que l'esclavage n'a pas pu être rétabli à Haïti. D'abord, l'abolition a été proclamée avant l'abolition officielle de 1794, puisque après l'insurrection de 1791 à Haïti, les deux missionnaires de la Convention française, c'était même pas la Convention, les deux missionnaires de la Révolution française, c'était Sontonax et l'autre c'était quoi? Paul Venel et Sontonax. Voilà. Paul Venel et Sontonax, ils ont pris acte du fait que les esclaves s'étaient libérés et que, bon là, voilà, il fallait en prendre acte, c'est fini l'esclavage. Donc, et quand, après la Convention, on va l'abolir dans les autres colonies françaises en 1794, le 4 février, et Napoléon Bonaparte va le rétablir en 1802. Mais ce ne sera pas rétabli à Haïti. Bon, d'abord, les luttes se poursuivent, tout ça, l'ouverture, Dessalines, etc. Tout cela se poursuit, donc Haïti n'est pas. Mais effectivement, en 1825, alors je ne sais plus si c'est Louis-Philippe ou Charles X, c'est Charles X. Charles X. Et Charles X. Voilà. Et Louis-Philippe va faire appliquer les dispositions après. Mais il y a toute la flotte française qui vient dans le port à Port-au-Prince, et qui, voilà, c'est quand même une démonstration de force militaire pour signaler qu'on ne plaisante pas sur cette rançon d'indépendance. Donc, moi, je pense que le sujet est encore contemporain. Je pense que le sujet est encore valable. Il appartient au peuple d'Haïti de dire comment ça se traite aujourd'hui, comment ça se traite. Alors, il faudrait peut-être regarder ce qui a été dit dans le rapport de Bray. Je pense qu'il a remis son rapport en 2003-2004, il me semble. Après, vous me dites de commenter la parole du président de l'époque, 2015. Moi, je suis présente et je me suis exprimée. Vous savez, il y a des sujets essentiels sur lesquels moi, je suis prête à voir s'effondrer tous les édifices d'intérêt, de privilèges et de machins. Voilà. Mais à ne pas composer avec ces sujets-là. Donc, voilà, je pense que, je répète, la première parole légitime, c'est celle du peuple haïtien. Et puis après, on peut écouter les points de vue des uns, des autres, etc. Mais c'est d'abord celle du peuple haïtien. Merci pour cette réponse, encore une fois, très, très généreuse. Peut-être une dernière question d'actualité pour vous montrer comment l'implication politique des jeunes est réelle. Je vais donner la parole à Sana, qui n'a pas encore posé de question et qui a une question vraiment d'actualité assez brûlante, particulièrement aujourd'hui. Donc, Sana, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, ma question, c'est suite au Black Lives Matter et toutes les discussions sur la brutalité policière, qu'est-ce que vous pensez de l'article 24 de la loi relative à la sécurité globale en France?
la loi qui interdit de diffuser, peu importe le moyen et le support, l'image du visage de tout autre élément d'identification d'un agent de la police nationale ou de gendarme national dans le cadre d'une opération de police. Bien que la mesure n'interdit pas de transmettre les images aux autorités administratives et judiciaires, les syndicats et les journalistes dénoncent toutefois la volonté des gouvernements d'entraver la liberté d'informer par les journalistes et les citoyens. Merci beaucoup, Sana. C'est en effet non seulement une question d'actualité, mais c'est une question très localisée. Moi, je suis toujours très, comment dire, à la fois ravie, réjouie et surprise, à chaque fois quand même surprise, de voir comment l'actualité politique française est très suivie par un certain nombre de pays, notamment au Canada, dans le Québec, hein, dans toutes les villes du Québec. Je suis bon, moi, ça me réjouit à chaque fois. Ça me réjouit à chaque fois. Vous aviez raison, professeur, de dire que je sais, parce que j'ai voyagé chez vous à l'époque, que vu de chez vous, l'histoire des mobilisations contre la loi mariage était juste incompréhensible. Je m'en souviens parfaitement. Donc oui, moi, les journalistes ont raison. Ils ont raison non seulement d'avoir des inquiétudes, mais de dénoncer absolument ces tentatives de les museler, de tenir en laisse leur métier qui est un métier fabuleux, avec tous ces risques, Mais moi, je préfère vraiment quelques débordements, mais une démocratie, quelques débordements dans un reportage, quelques analyses tendancieuses, voilà, quelques prises de position pas très objectives. Moi, par la presse, hein, j'entends. Moi, je préfère ça. Ça me paraît vraiment des risques mineurs par rapport à cette tentative et tentation autoritariste de museler, de contenir, vraiment de tenir en laisse la presse. C'est un pilier de la démocratie, la presse. C'est un lieu de sauvegarde, c'est un lieu de protection collective. Donc, ils ont raison non seulement d'être inquiets, mais de dénoncer ces dispositions, quelles que soient les explications et les paroles plus ou moins apaisantes que les responsables politiques peuvent poser sur ces textes de loi. Mais il faut voir au-delà de ça. Donc non seulement ils ont vraiment raison, il ne faut pas qu'ils réduisent la voilure sur leurs protestations, mais au-delà de ça, on observe une dynamique. On observe une dynamique de restriction des libertés. Et c'est une dynamique extrêmement inquiétante. Parce que d'abord, il y a des moments douloureux collectivement qui conduisent à restreindre les libertés. Moi, je l'ai vécu aussi en tant que garde des Sceaux. Et à l'époque, je l'ai dit publiquement dans une déclaration lors d'une conférence de presse, mais je le disais au sein du gouvernement, je le disais à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mon rôle en tant que garde des Sceaux, c'est d'être très vigilante sur la préservation des libertés individuelles et des libertés publiques. Et que si je ne remplis pas ce rôle-là, c'est moi qui faillis vis-à-vis du peuple français lui-même, d'une part, et d'autre part, qui permet que la tendance différente, aussi bien celle du Premier ministre que celle du ministre de l'Intérieur, que leur tendance est évidemment la restriction des libertés. Et c'est normal, et c'est logique. Parce qu'il faut protéger, nous sommes face à des attaques terroristes, il faut protéger les gens, il faut protéger les citoyennes et les citoyens. Donc, le réflexe, la tendance, la logique, c'est de limiter au maximum. Mais moi, ma responsabilité en tant que garde des Sceaux, c'est de veiller à ce que nous demeurions un état de droit. Et que nous ne fassions pas cadeau aux terroristes du bagage le plus précieux de notre état de droit, c'est-à-dire les limites fixées, y compris au gouvernement, y compris à l'État. Parce que l'état de droit, c'est pas juste une démocratie avec des lois. L'état de droit, c'est une démocratie qui pose très clairement les limites de l'État, les limites de l'action de l'État, qui contraint l'État à rester dans le droit. C'est ça l'état de droit. C'est voilà, des lois qui contraignent l'État à rester dans le droit. Donc la tendance, lorsqu'on est face à des dangers collectifs, la tendance normale, mais la mienne aussi, c'est de protéger, c'est de limiter les risques, etc. La mienne en tant que personne. Mais ma responsabilité en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est de m'assurer qu'on protège les libertés individuelles et les libertés publiques. Parce qu'en plus, elles ont été des conquêtes.
En plus, elles sont l'aboutissement de luttes. En plus, elles ont été payées de la vie de milliers de personnes qui se sont engagées pour défendre ces libertés. Donc, on n'a pas le droit d'en faire une petite chose insignifiante. On n'a pas le droit. Or, en ce moment, et l'enseignement de toutes les restrictions de liberté, et notamment des libertés individuelles et des libertés publiques, l'enseignement de toutes ces restrictions, c'est qu'on ne sait pas revenir sur les restrictions. C'est que vous n'allez pas trouver un pouvoir d'État, un gouvernement suffisamment courageux politiquement pour dire on a restreint les libertés à l'époque où il y avait des dangers, on rétablit ces libertés dans l'état où elles étaient avant le danger. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des traces de danger. Parce qu'il y a toujours des suspicions de danger. Parce qu'il y a toujours des risques objectifs et réels de danger. Donc il faut beaucoup de courage politique pour dire là, maintenant, nous rétablissons l'intégralité des libertés individuelles. Il y a toujours des gens qui vont se mettre à hurler en disant vous nous livrez aux terroristes, vous fragilisez la société, etc. Donc ça veut dire que lorsqu'on est conscient de ça, on comprend bien que tout grignotage de liberté est fatal. On ne va pas y revenir. Donc les journalistes ont parfaitement raison. Parce qu'en plus, ils sont des vigies dans la démocratie. Ils ont parfaitement raison de crier, de dire mais non, on ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas laisser passer ça. Et les garanties verbales que vous nous donnez aujourd'hui dans l'hémicycle, pardon, mais ça n'est pas sérieux, ça n'est pas tangible, ça n'est pas concret. Parce qu'une fois que ce sera dans la loi, les magistrats ils vont appliquer la loi. Parce que c'est ça leur mission. C'est ça leur mission. Ils doivent appliquer la loi. Ils ne vont pas, face à la loi, dire « Ah ouais, mais quand même, le ministre de l'Intérieur, il avait expliqué que… » C'est pas comme ça qu'on rend la justice. On rend la justice en appliquant le droit. Donc, il nous faut être vigilants sur le droit. Et oui, c'est grave. C'est grave. Alors, le lien, il n'est pas immédiat avec Black Lives Matter, parce que Black Lives Matter, c'est un mouvement d'une essence et d'une substance différente. Mais je ne sais pas si vous avez fait le lien, d'ailleurs. Dans votre question, je ne sais pas. Si? Oui, le lien était fait au départ, je pense, entre autres, en pensant peut-être plus spécifiquement à George Floyd, à ce qui est arrivé cet été, peut-être. Je ne sais pas si j'ai le temps de répondre parce que je culpabilise dans ma tête depuis un moment. J'ai des réponses fleuves et je me dis peut-être que ça va priver des étudiantes ou des étudiants. S'il vous reste quelques minutes, nous, on a encore peut-être le temps pour une dernière question, mais… J'ai un événement officiel après. Voilà, mais je les ai prévenus que de toute façon, j'avais déjà pris l'engagement, je vais pas le rétrécir. Donc voilà, je vais arriver à la fin, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de marquer ma présence. Donc c'est pas grave, je reste avec vous. Bon, ben écoutez, peut-être juste pour une dernière question qui nous ramène un peu sur… C'est la dernière, parce que s'il y en a 2 dernières ou 3 dernières, professeur, je ferai l'effort de réduire mes réponses. Mais je les non, ce sera la vraie dernière parce que le temps file. Juste pour nous ramener un peu sur le terrain de la littérature ou des rapports entre littérature, entre poétique et politique. Et je vais donner la parole à mon collègue Raphaël Laureau, donc, qui voulait vous interroger sur cette question et ça permettra de conclure aussi en revenant à la littérature après ces réponses politiques aussi très précises sur des sujets d'actualité. Donc, Raphaël. Oui, merci. Si j'aurais pu aussi bien laisser la parole à une ou un étudiant s'il le fallait. Moi, je voulais d'abord dire à Madame Taubira qu'on était honorés du temps que vous nous avez accordé, de votre générosité, et vous féliciter aussi pour le prix que vous avez reçu, et vous féliciter aussi, si vous permettez, pour les combats que vous menez. Combat pour l'égalité, pour la justice, pour la mémoire, mais il y en a un en particulier qui me tient à cœur, c'est celui pour les mots. Et dans Nous habitons la Terre, il y a un chapitre, un fragment qui commence par les mots, justement. Et ma question, elle sera un peu générale, mais à partir de cette question-là des mots, on voit dans la parole politique en général, mais aussi nous à l'université, une certaine forme de capitulation devant les mots, une forme d'abandon de l'exigence des mots. Or, les mots sont porteurs d'une poétique, Édouard Glissant le disait. Alors, j'avais préparé toute une question, mais j'irai à l'essentiel. Comment vous voyez le rapport entre poétique et politique
du point de vue du langage, c'est-à-dire non pas de la poésie qui devrait être politique. Glissant disait que le poète n'avait pas besoin d'être porte-drapeau ni porte-parole d'un peuple, mais que la poétique ou le poétique était toujours intimement lié au politique. Il me semble qu'il y a une affaire de langage là-dedans. Alors voilà, j'aurais peut-être aimé vous entendre sur cette question-là. Merci, professeur Raphaël Laureau. Pour moi, effectivement, la poésie est essentielle. D'abord, je pense que la parole doit chanter, en toutes circonstances. La parole politique comme les autres paroles, je pense que la parole doit chanter. Parce que la parole, c'est quand même le contact à l'autre. Et avant d'apporter un message à l'autre, on doit lui dire la joie d'être en contact avec lui. Alors la parole doit cogner aussi. J'ai des paroles qui cognent. Je livrais beaucoup de batailles par la parole, justement, parce que c'est le verbe aussi qui transforme l'action. C'est Svetlana Todorov, je crois, qui disait que les mots sont des actes parce qu'ils induisent des actes. Le fait de prononcer des mots, notamment une parole d'autorité, une parole politique, entre autres, ça va provoquer une action, ça va générer des réactions, des comportements, des initiatives, etc. Donc les mots sont des actes en ce qu'ils induisent des actes. Donc moi je pense que lorsqu'on n'est pas dans un rapport de conflit, la parole doit chanter, la parole doit transporter. Donc les mots sont essentiels. Les mots sont essentiels. Et les mots ne sont pas tout nus. Ils ne sont pas tout nus. Je pense à Sia Deba, cette très grande romancière, qui dit, comment elle dit ça? Qu'est-ce que je cherche? La douve où noyer les mots de meurtrissure. Alors, ce sont les rapports compliqués entre la France et le Maghreb, enfin les pays du Maghreb. Mais je cherche quoi? En fait, voilà, elle dit ça. C'est pas qu'est-ce que je cherche, mais je cherche quoi? C'est, la formulation est différente. Je cherche quoi? Peut-être la douve ou noyer les mots de cette meurtrissure. Donc, les mots sont essentiels dans la relation. Et les mots doivent dire la nature et la qualité de la relation. Ils doivent dire l'intensité de la relation. Et effectivement, si la politique s'affranchit de la poétique, elle s'assèche, elle se dessèche. Et c'est ce que nous constatons depuis plusieurs années. Alors, de façon spectaculaire, c'est toutes 3-4 dernières années en France, mais de façon très marquée depuis une vingtaine d'années en France, ailleurs aussi. Mais cette espèce qu'on appelle de novlangue, ce vocabulaire très rêche, très ardu, ce vocabulaire technique, ce vocabulaire d'expert, ce vocabulaire de savant, ce vocabulaire de hauteur et de mépris, c'est exactement le contraire de la communication. Ou en tout cas, la communication désinvolte, oui, elle peut se contenter de ça. Mais la communication essentielle dans sa relation à l'autre, dans sa conscience de l'altérité, cette communication, elle est annulée par ce vocabulaire-là. Donc les mots, vous avez raison, professeur, les mots sont essentiels. Et les mots de la politique ne peuvent pas s'affranchir de la poétique. Et lorsque, en tant que politique, vous pensez, vous entendez par exemple René Char, nous sommes des météores à gueule de planète, notre ciel est une course, et notre gibier est une goutte de clarté. Notre gibier est une goutte de clarté. Ensemble, nous remettrons la nuit sur ses rails. Mais en politique, c'est clair, ça parle. Ensemble, nous remettrons la nuit sur ses rails. Lorsque Aimé Césaire vous dit où que nous regardions, l'ombre gagne, mais nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Mais ça parle en politique, c'est de la pure poésie, mais ça parle en politique. René Char, c'est de la pure poésie, mais ça parle en politique. Lorsque Césaire encore vous dit à mesure que tout s'effondrait, je me suis élargi comme le monde et ma conscience plus vaste que la mer. Ça parle en poétique. Ça parle en politique. C'est de la poétique qui parle en politique. Donc, et je prendrais César Vallecro, je prendrais tous les poètes, Octavio Paz, voilà, il est venu le temps de ne plus attendre la venue du temps. Vous comprenez en politique que, voilà, ça parle. Donc, voilà, on ne peut pas s'affranchir de la poétique lorsqu'on a une parole et une responsabilité politique. On ne peut pas. Donc, les mots servent à ça et il nous faut savoir ce que transportent les mots. Ils ne sont pas neutres. Ils peuvent être d'une extrême violence, les mots. Toni Morrison, dans son discours de réception du prix Nobel
de littérature à Stockholm, elle dit, alors là elle parle davantage du langage, mais le langage est composé de mots. Elle parle de ce langage qui est de ce langage raciste, qui dissimule son butin raciste derrière son culot littéraire. Hein? Elle parle de ce langage buveur de sang. Donc, je parlais tout à l'heure de la fonction sociale du langage, la fonction de domination du langage, le langage buveur de sang, qui dissimule son butin raciste derrière son culot littéraire. Hein? La littérature et la politique. Oui, le butin raciste, le fait de manger le sang, c'est-à-dire de nier l'existence et les droits de catégories de citoyens, de certaines personnes, du fait de leur apparence, du fait de leur croyance, du fait de leur identité, d'une partie de leur identité, parce que l'apparence ne fait pas l'identité. Donc, du fait de tout ça, il y a un langage buveur de sang qui dissimule son butin raciste derrière son culot littéraire. Voilà, donc ça fait des phrases, ça a des tournures littéraires, mais c'est juste un culot littéraire. Voilà. Et il y a des philosophes qui se sont emparés aussi de la question des mots. Vous avez des personnes comme Wittgenstein, par exemple, qui dit que parfois il faut sortir des expressions. Et on voit bien, y compris en français actuellement, il faut sortir des expressions de la circulation, les lessiver avant de les remettre en circulation. Et Brecht, lui aussi, il parle de laver certains mots. Il y a des mots qu'il faut laver ces mots. Humboldt s'est interrogé. Donc, il y a des sociolinguistes, des ethnolinguistes, des philosophes qui se sont interrogés sur le rôle des mots. Donc, les mots sont essentiels. Et parce que la politique, c'est le verbe, parce que la politique, c'est d'abord la parole qui explique, la parole qui définit, la parole qui annonce l'action, parce que la politique, c'est le verbe et le verbe transformateur, évidemment, les mots sont essentiels. Mais si les mots sont secs, s'ils sont nus, s'ils sont arides, s'ils sont fades, ils écrasent la société, ils neutralisent l'énergie collective, ils viennent en surplomb et comme d'une chape de plomb sur l'imaginaire, sur l'imagination, sur la capacité de discuter, d'inventer, etc. Ils font tout ça. Donc oui, de la poétique dans la politique et notamment dans les mots politiques. Merci beaucoup. J'espère que les étudiants ont bien entendu. Moi, je suis ravi de vous avoir entendu là-dessus. Merci. Oui, merci infiniment. En rappelant et en illustrant que la politique, c'est le verbe, aujourd'hui avec nous, mais par toute votre action, par tout votre parcours, vous nous avez vraiment montré les rapports intimes entre littérature et politique. Je pense que maintenant, ce sera naturel pour tout le monde quand on va dire, ben oui, Christiane Taubira, c'est un département de littérature, on doit l'inviter. Et vous nous avez donné une preuve éclatante aujourd'hui. Alors, merci infiniment pour votre générosité, votre accessibilité, vos réponses à toutes les questions qui nous ont amenés dans toutes sortes de directions. Alors, c'est un grand privilège pour mes collègues, pour les étudiants qui étaient là aujourd'hui et pour tous ceux qui pourront vous entendre. Alors, merci infiniment. J'espère que la politique n'est pas trop loin de vous parce qu'on a besoin de gens comme vous pour remettre la nuit sur ses rails. Donc, alors, espérons qu'on vous verra encore en politique. Et de toute façon, on vous suivra toujours parce que Haïti vous a déclaré son amour, mais le Québec a aussi pour vous une affection immense et un immense respect. Et alors, encore une fois, merci et bonne continuation. Merci infiniment, professeur Francis Gingras. Merci infiniment, professeur Raphaël Laureau. Et merci à vous, étudiantes et étudiants. Merci vraiment, c'était passionnant. Passionnant pour moi. Les questions étaient de très grande qualité. Voilà, je me suis aventurée dans votre département de littérature avec mon goût du risque, avec mon sens de l'aventure, et puis parce que je suis une nomade, parce que j'aime la découverte, parce que voilà, j'ai une très grande curiosité et j'ai été comblée vraiment. Donc merci pour cet échange et ce partage. Merci à vous, Merci. Vous avez comblé. Merci.